L'Université-sur-Lys proposait sa deuxième conférence à l'école Saint-Joseph de Valette. De la collecte à l'exposition, la révélation d'un fonds photographique. Avec en première partie la présentation de l'atelier photographique Cesbron de Valette par Valette Mémoire. Je vais vous présenter Cesbron. Donc Jean-Baptiste Cesbron, photographe des Valtais. Voilà, alors, en 2005, les héritiers de Jean-Baptiste Cesbron remettent environ 1800 plaques photographiques à la mairie de Valette. Valette Mémoire a été créée le 8 janvier 2007 et la municipalité a transmis les plaques photographiques à Valette Mémoire. Et après, on a régularisé, les héritiers de Jean-Baptiste Cesbron ont donné les plaques et les droits à Valette Mémoire. Alors Jean-Baptiste Cesbron, il est né à Izeron et son père était cocher à Izeron. Donc Jean-Baptiste, je vous dis, il n'est pas sur la photo, mais c'est le personnel du château. Jean-Baptiste était valet de chambre et jardinier au château d'Izeron. Donc à l'époque, c'était la propriété des Heurtaud, enfin c'est toujours les descendants d'ailleurs qui y sont. Et Alfred Heurtaud, c'était un chirurgien nantais qui a laissé des traités de chirurgie d'ailleurs. Et c'était le père du futur général Alfred Heurtaud, qui a été un as de l'aviation pendant la guerre de 14-18. 21 ou 22 victoires homologuées. C'était quand même quelqu'un. Alors, la guerre de 14, alors Jean-Baptiste Cesbron avait des problèmes de santé, donc au conseil de révision, il avait été exempté. Mais en 1915, on lui a refait passer un examen, et là, il a été classé service auxiliaire. Et il est parti pour 2 ans à Ancenis et Nord-sur-Erdre. Et on a des écrits de son capitaine, que son capitaine parle de son cuisinier photographe, ou de son photographe cuisinier. Parce que voyant qu'il avait un appareil photo, son capitaine le laissait prendre des photos dans les casernes. On a pas mal de photos de militaires du 82e RI. Bon, il s'est marié en 1907. En 1910, il s'est fait construire une maison en face de la poste à Valette. Et je crois que c'est à peu près 10 ans après, il a fait une nouvelle maison route de Nantes. Et il n'était pas photographe à plein temps, puisqu'il exerçait aussi le métier de viticulteur, surtout pépiniériste et un peu horticulteur. Et il travaillait avec son neveu. Donc comme photographe, il a fait beaucoup de photos de famille, des mariages, communions, des familles, parce que pendant la guerre, il a quand même photographié des mères avec leurs enfants pour envoyer aux hommes qui étaient dans les tranchées. Et puis autrement, il a édité beaucoup de cartes postales, donc il a fait pas mal de photos de la région et des fêtes dans la région, des photos de conscrits, des photos de militaires. La plus ancienne photo qu'on a pu dater, c'est 1902. Et il a photographié, paraît-il, presque jusqu'à sa mort. Enfin, en 1941, il faisait encore de la publicité. Donc voilà, sa maison de la route de Nantes. Et ça, toutes ces photos, c'est des photos Cesbron, hein, bien sûr. Donc voilà les publicités qu'on pouvait voir dans le bulletin paroissial et dans l'almanach paroissial. Et en bas, j'ai mis sa griffe aussi. Donc ça, c'est un décompte des plaques photographiques qu'on avait fait il y a déjà un moment. Alors, en fait, il doit plutôt y en avoir 1850 que 1800, mais ça vous donne une idée. Il y a un tiers des plaques, c'est des mariages. Il y a les familles, et puis un peu des divers, des fêtes, des lieux de Valette, des vues hors de Valette. Alors voilà, quand on nous a donné les plaques, étaient dans les boîtes d'origine, dans les boîtes de plaques. C'est parce que les plaques de verre, c'est des négatifs photos. On a trié d'abord, dépoussiéré les plaques, on les a scannées,
Et on les a reconditionnés après dans des... Enfin, ça, voilà le scanner. Et on a reconditionné ces plaques donc dans des pochettes en papier de sécurité, du papier chimiquement stable, et dans des boîtes pareilles neutres, qu'il n'y ait pas d'attaque de la gélatine. Donc après les photos, on les a surtout utilisées pour faire des expositions à l'Atrium. On en a mis quelques fois aussi à Expoval. Donc ça, c'est une photo de 1926. Une des rares photos de cortège de mariage. À cette époque-là, les mariés n'étaient pas toujours en blanc. Les photos de groupe devant les granges. Les enfants. Les communiantes. Des communiants aussi d'ailleurs. Des photos d'écoliers. Alors, on a mis celle-là parce que c'est une plaque qui était cassée, qu'on a reconstituée sur le scan. Finalement, on en tire quand même quelque chose. Ça, c'est des photos de théâtre. Donc des photos de conscrits, ça, il y en a pas mal. Photos de militaires. Une scène de vendange. Une des rares. Vendange 1929. Ça, c'est une carte postale, mais ça représente les fêtes de Dieu. Un roulier, on ne sait pas son nom. Ça c'est l'entreprise Barré, à ses débuts. Ça, c'est l'ancienne mairie de Valette, enfin la première mairie de Valette. Ça, c'est l'école Saint-Joseph. Je ne sais pas, La Roche, il a marqué. Oui, c'est au port de Mont. Ouais. C'est les inondations de 1910. Ben, je pense, oui. C'est un atelier de couture. Oui. Ça, on a identifié le lieu. Je crois que le village s'appelle Bellevue. C'est au Fuilet. C'est les potiers du Fuilet. Mathieu Rivalin présentait en deuxième partie le fonds photographique de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Alors moi je vais vous parler de là où je travaille, où je suis chargé de collection photographique. Je vais vous montrer des choses qui peuvent vous remettre en contexte tout ce fonds photographique. Parce qu'il ne faut pas oublier que la photographie, c'est quand même une grande invention française. En 1839, l'Académie des sciences donne au monde le brevet de l'invention de la photographie. Et donc, c'est quand même une des grandes... Nous sommes un des grands pays de photographie. Et en France, dans chaque village, dans chaque quartier, dès le 19e, vous avez un photographe. Et les gens vont se faire photographier. C'est aussi vrai dans d'autres pays, mais c'est surtout vrai en France et aux États-Unis. Et donc, moi, je travaille pour une institution qui s'appelle la Médiathèque de l'Architecture et du Patrimoine et qui est héritière des premières politiques de l'État en matière de photographie. C'est-à-dire que l'État français conserve des photographies depuis 1850, des photographies de monuments historiques tout d'abord, puisqu'on a jugé que la photographie, c'était quelque chose qui permettait de documenter et de travailler, un outil de travail pour l'architecte. Donc en 1850, la commission des monuments historiques envoie 5 photographes parcourir la France et ça s'appellera la mission héliographique. Et la médiathèque de l'architecture et du patrimoine conserve cette mission héliographique. Alors aujourd'hui, elle est installée dans un fort militaire qui lui date de 1870, qui est plus jeune finalement que les photos que l'on y conserve. On a beaucoup de choses et on y conserve plus de 15 millions de photographies. C'est un fort qui a été construit par Serré de Rivière et qui a été construit après 1870 et qui a une histoire assez bucolique, on va dire, parce qu'il est construit et obsolète au moment où il est construit, parce qu'il n'a pas de... Ses plafonds seraient anéantis en moins de 2 heures par les obus explosifs qui arrivent vers 1880. Il n'a jamais servi à autre chose que de garnison. Il a une histoire assez douce. Dans ces fonds photographiques, donc voici, je voulais vous montrer, ça c'est une vue
de Legray, qui est un des photographes de la mission géographique. Nous conservons sur 150 ans maintenant des vues des monuments historiques avant, pendant, après leur restauration, les vues avant, pendant les 2 guerres mondiales. Avant les guerres, par exemple dès 1937, on envoie des photographes photographier les monuments pour pouvoir calculer plus tard les dommages de guerre, en imaginant ce qui sera bombardé. On conserve aussi des photographies du service photographique de l'armée, puisque l'armée n'avait pas de service photo, et il s'est servi des photographes des Beaux-Arts et de l'administration des monuments historiques qui sont devenus ses premiers photographes. Et donc ils ont envoyé sur les lignes de front, enfin juste à l'arrière des lignes de front, des photographes, toujours pour documenter les destructions et les avancées des combats. Alors là, on a des fonds photographiques comme le fonds d'Adjet, qui est un grand photographe de la fin du 19e et qui a beaucoup photographié Paris. Et ça, c'est une de ses vues, et qui a été acheté par l'État en 1929. Avant que la fin du fonds, c'était un fonds qui représentait environ 20 000 négatifs sur Paris. Nous en conservons environ 6 000, et les 14 000 autres sont conservés à New York au Metropolitan Museum. Ils ont été achetés à la mort d'Adjet. Nous conservons aussi des grands fonds de portraits. Ça, c'est un portrait de l'atelier Nadar. Et nous conservons des fonds d'auteurs comme celui-là de Denis Colomb, et ça, c'est un portrait de Giacometti dans son atelier. Mais si on a des fonds prestigieux, on a aussi des fonds dits d'amateurs, parce que c'est dans notre rôle aussi de collecter des fonds photographiques qui peuvent avoir un intérêt pour les historiens, pour le grand public ou pour des commissaires d'expo. Et donc, par exemple, ici vous avez les photographies, mais on y reviendra plus tard, d'une photographe qui s'appelle Amélie Galup et qui a photographié son village de Saint-Antonin-Nobleval, qui est un village du Tarn-et-Garonne. Et pendant 25 ans, de 1890 à 1915, cette femme photographe, et ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a beaucoup de femmes photographes. Parce que la photographie, on n'est pas forcément professionnel, il y a beaucoup d'amateurs photographes. Elle a photographié tous les moments de la vie de ce village, et je pense que tout à l'heure on en reparlera et on verra comment aussi Cébron, qui avait une double activité, peut un peu rentrer dans ce champ de photographie. Mais on conserve aussi des photos d'amateurs. Ici, c'est les pérégrinations d'un notaire qui a fait faillite, qui a traversé l'Europe de 1809 à 1918. Alors là, ces 2 vues, c'est parce que c'est une vue stéroscopique. En fait, avec une petite lunette, vous pouviez voir les images en 3D. Et ça, c'est une invention de la fin du 19e siècle. Donc c'est un pardon, je pense que c'est le pardon il me semble que c'est le pardon de Notre-Dame de la Palue. L'association Va-être Mémoire vous a tout à l'heure parlé de comment le fonds est arrivé entre ses mains, qui lui a été donné par les descendants de Cébron. Pour nous, c'est un peu pareil. On a plusieurs types d'acquisitions, c'est-à-dire que soit nous achetons, puisqu'il y a des fonds comme le fonds Nadar, des fonds prestigieux qui sont achetés souvent à la fermeture des ateliers de photographie. Soit ils nous sont légués ou donnés. Et nous avons des photographes prestigieux comme Willy Ronis qui ont donné leurs photographies. Et ces fonds, après, sont traités et sont mis à disposition du public. Soit nous commandons des photos. Et ça, c'est dans le cadre des monuments, c'est que des photographes étaient envoyés jusqu'à la fin des années 90 pour photographier les monuments classés ou inscrits au titre des monuments historiques. Aujourd'hui, ces photographies, elles sont réalisées par les directions régionales des affaires culturelles et elles n'arrivent plus au sein des archives photographiques,
qui est important, quand vous avez vu tout à l'heure la petite présentation du fonds Sébron, vous avez vu quelques documents qui accompagnaient ce fonds. Parce qu'un fonds photo, ce ne sont pas que des négatifs ou des tirages, c'est tout un ensemble de choses. Là, je vous montre quelques photos. Ça, c'est l'appartement de Willy Ronis dans les semaines qui ont suivi son décès. Quand un photographe nous a donné son fonds, il arrive qu'il nous le donne de son vivant et qu'on en rentre en possession alors qu'il est encore là. Et là, il vient nous l'amener, on vient le chercher chez lui. Mais souvent, on vient récupérer toutes ces archives et tout ce qu'il nous a donné directement dans son appartement. Et c'est là où on voit toute la variété de ce qui sera après indispensable pour le traiter. Donc ici vous avez des livres, en bas vous avez 2 petites boîtes grapho, et en fait ça c'est les inventaires de photographie. C'est la liste de ce qu'il a pris, classé par thème. Ces fonds, quand ils arrivent, 15 millions de photos, ça fait beaucoup de boîtes. Et donc on a des grands dépôts, et ça c'est des fonds qui ne sont pas traités. Ils sont rangés, triés, et il y a un premier principe qui est de séparer les supports. C'est-à-dire que ce qu'a fait Valette Mémoire, c'est qu'on ne mélange pas les négatifs souples sur support pellicule, des négatifs sur plaque de verre. On sépare les couleurs des noirs et blancs, on sépare les tirages des négatifs, et tout ce travail commence dès l'arrivée du fonds. Ça, c'est des ensembles de boîtes d'origine qui ont encore leurs négatifs à l'intérieur. Donc voilà, un fond, c'est des tirages, c'est des enveloppes sur lesquelles il y a des indications, ce sont des bouts de boîtes avec un mot qui ne vous dit pas grand-chose. Ce sont aussi des magazines, des revues, des cartes postales dans lesquelles les photos ont été publiées. Enfin là, j'insiste vraiment sur l'importance de tout ce travail de mémoire autour de ces fonds photographiques. Une image sans contexte, c'est une image qui ne vaut rien, enfin, qui vaut beaucoup moins. Parfois des inventaires, alors ça c'est un inventaire de l'atelier de portrait Nadar. Chaque personne photographiée dans cet atelier de photo a été notée et inscrite au moment de la commande. Et ça nous permet, après, les plaques sont seulement numérotées, ça nous a permis de redonner leur nom à des centaines de milliers de visages grâce à ces albums. Il y a 70 classeurs d'inventaire comme ça. Ça peut aussi être des planches contact. Alors là, c'est une planche contact d'un photographe hongrois qui s'appelle André Kertész et qui a travaillé à Paris de 1925 à 1936 et qui après a émigré aux États-Unis. Et sur ces planches contact, on peut voir, parce que toutes les photos ne sont pas bonnes, et il peut arriver qu'on choisisse, et la planche contact c'est souvent l'outil du choix pour le photographe professionnel. C'est un document assez drôle, c'est le plan d'accrochage d'une rétrospective faite par Willy Ronis. Et ça c'est des documents qui sont assez irremplaçables puisque c'est le choix de l'auteur. Parce que parfois derrière un photographe vous avez un auteur, et pas seulement quelqu'un qui prend des images, vous avez quelqu'un qui choisit ce qu'il veut photographier et qui veut dire quelque chose avec ces images. Et ça, finalement, c'était le plan de sa rétrospective, et c'était un peu une façon pour lui de montrer ce qu'il avait voulu montrer. Alors, il peut même arriver qu'on ait des appareils photo. Alors ça, c'est l'appareil photo qui vient d'un fonds qui est le fonds de Noël Le Boyer, qui était un artisan photographe parisien qui a travaillé entre 1907 et 1950 à Paris, et qui est un contemporain, je pense, de Cesbron. Et Cesbron, dans son atelier, il y a de fortes chances que sa chambre, les portraits que vous avez vus tout à l'heure, aient été photographiés, aient été pris à partir d'un tel appareil. Puisque celui-ci, il est fait pour photographier avec des plaques en 13-18 ou en 18-24, et il me semble que les boîtes que j'ai vues sur la table, ce sont aussi des boîtes de 13-18.
Et c'était quand même un appareil qui n'était pas facile à manier. Je pense que toutes les vues en extérieur que vous avez vues ont été prises par d'autres types d'appareils. Donc un fond photographique, bah voilà, ça peut être encore plus mal rangé, même quand c'est précieux, quand ça arrive. Voilà, ça c'est des plaques de verre du fond Nadar, qui est quand même le grand atelier de portrait parisien du 19e, et elles sont arrivées dans cet état, posées les unes sur les autres. Elles n'étaient même pas dans du papier de soie comme le fond Sepron. Elles étaient cassées parfois. Quand une plaque est cassée, on la double. On fait des sandwichs de plaques de verre. Alors ça, c'est des photos du fond Willy Ronis en cours de traitement. Et voilà, le début, c'est d'abord de mettre, de trier. Et puis d'essayer de reconstituer des séries, parce que nous, on a plusieurs millions d'images, et il faut organiser toute l'information qui va autour de ces images. Ensuite vient l'étape de la mise sous pochette. Alors nous, comme on est un service d'une vingtaine de personnes, on a 2 personnes qui passent leur journée à mettre sous pochette et à numéroter des photos. Quand les plaques sont en trop mauvais état et trop sales, nous les nettoyons. Nous ne restaurons pas les plaques de négatifs. Quand elles sont cassées, on les double, c'est-à-dire qu'on les reconstitue comme ce qui a été fait numériquement sur l'image de tout à l'heure, mais en les mettant en sandwich entre 2 plaques de verre. Et puis après, cette image, elle est numérisée, et voilà ce que ça donne. Après, ces photos, il faut les inventorier. Et les inventorier, c'est leur donner un numéro et récupérer toutes les infos qui permettaient de les mettre en contexte. C'est-à-dire de savoir, c'est des questions très simples auxquelles il faut répondre, des fois c'est compliqué d'y répondre, c'est qu'est-ce que c'est une photographie, un négatif, un tirage, un autochrome, une diapositive. Qu'est-ce que ça représente? Alors, où a été prise la photo? Qui a été photographié? Qui est le photographe? Quand la photo a été prise? Et après, il peut arriver qu'on puisse répondre à d'autres questions, c'est à quoi a servi l'image? Et ça, c'est là où ça commence à devenir assez intéressant. Et pour répondre à toutes ces questions, on se sert de tout ce qu'on a récupéré, de tout ce qu'on a pu collecter, les magazines, les petits carnets des photographes, les petits morceaux qui étaient dans les petits morceaux de papier qui étaient dans les boîtes de négatifs avec rendez-vous 18h, Madame Dubreuil, Paris 16. Et puis après, on essaie de savoir ce que les images à quoi elles ont servi. Parce qu'elles ont été prises, mais elles ont été prises pour des magazines, pour des portraits qui étaient vendus à des particuliers, pour des institutions qui créaient des documentations sur des sujets. Alors là, je vous prends un exemple c'est un reportage du photographe hongrois dont je vous parlais tout à l'heure, André Kertész, et qui a émigré à New York en 1936, et en 1939, il fait un reportage sur le port de New York. C'est un reportage qu'il fait pour la grande revue américaine Life, et qui ne sera jamais publié parce qu'il a malheur de faire son reportage sur les bateaux qui traversent l'Atlantique au mois de juillet et août 1939. Et au moment où il arrive à la rédaction lui dit mais vos images ne sont pas du tout dans le sujet de la guerre, on ne peut pas faire aujourd'hui publier un article sur les transferts entre entre les États-Unis et l'Europe alors que l'Europe est en guerre. Il se trouve que ces images sont publiées un peu après, et ce qui permet vous allez voir après, ça ce sont les images publiées, et ce qu'on va voir c'est que les négatifs sont conservés dans le fond. Et donc ça permet, toutes les indications qui sont sur cette page permettent vraiment de retracer l'histoire de ce reportage, et ensuite de les publier. Quand ces photographies sont inventoriées, rangées, elles sont mises dans des dépôts de conservation. Nous occupons plus de 8000 m²,
et qui sont des grands couloirs ou des alcôves sur lesquels on entasse des boîtes avec des numéros. Ou dans des meubles à plan pour les grands négatifs. Ça, ce sont des négatifs qui font 50 cm dans leur largeur et un peu plus de 65 dans leur hauteur. Et c'était des grands tirages de portraits de l'atelier Nadar. Et si les négatifs étaient si grands, c'est qu'ils ont été faits à une époque où les agrandisseurs n'existaient pas ou n'étaient pas très performants. Et donc pour avoir un tirage de grand format, il fallait un grand négatif. Et il est fort probable que ces Bron aient longtemps tiré sans agrandisseur, parce qu'ils utilisaient quand même des grandes plaques, je pense. Donc par simplicité, ils posaient, et puis surtout ça permet d'avoir des images après qui sont très nettes, ils posaient seulement le négatif directement sur son papier. Et donc ça permettait d'avoir des 13-18, qui sont des formats qui sont assez intéressants. Ces images, pour les diffuser, il y avait jusqu'à 2005, moi j'ai commencé à y travailler en 2005, et j'ai vu la fin du travail de labo en argentique. C'est-à-dire que les labos ont été à peu près abandonnés complètement en 2006. Depuis 2006, nous ne travaillons qu'en numérique, c'est-à-dire qu'on numérise tous les documents. Les photographes, il y a 5 photographes qui travaillent aux archives photo, et ces photographes ne regrettent pas le labo. Parce que le labo, de 9h du matin à 16h, dans les produits chimiques, dans le noir, c'était pas un métier, c'était vraiment pas un métier, le métier de photographe, l'aspect labo n'était pas très agréable. Ces images, elles servent après. Il faut qu'elles servent. On ne fait pas ça pour le plaisir de les garder sur des disques durs à l'intérieur. Et donc on les met en ligne. Notre premier outil de diffusion, on n'est pas un musée, on n'a pas de salle d'expo. Donc notre premier outil, c'est un site internet avec une base de données qui est gratuite, accessible à tous et dans lequel vous pouvez trouver des photos en renseignant des champs de localisation ou des noms d'auteurs de photographes. Si vous voulez aller voir, il y a un reportage assez intéressant fait vers 1880 de Médéric Mieusement, qui est un des grands photographes d'architecture du 19e, sur Clisson et ses monuments. La mise en ligne, c'est pas notre seul outil de diffusion et de valorisation. C'est-à-dire qu'on va aussi prêter ces photographies pour des expositions. Alors ici, c'est des photographies qui ont été prêtées à Montevideo pour la Biennale de photographie de Montevideo en 2011. Et c'est une exposition sur panneaux. Et c'est un des grands outils actuels de diffusion de photos. Tous les ans, on diffuse plus de 200 photos comme ça qui sont destinées à être exposées dans des expos comme ça, ouvertes à tous pour le grand public. Quelques photos. Alors ça, il s'agit de photos de Marcel Bovis, qui est un photographe des années 50, lui, et qui était un photographe illustrateur. Puis ces expositions, elles ne sont pas forcément en extérieur. Alors ça, c'est des photographies qui ont été prêtées à la Maison européenne de la photo à Paris. Et c'est des photos de Daniel Boulinet, c'est quelque chose de beaucoup plus récent. Et donc notre clientèle, c'est aussi les commissaires d'expo. Alors les commissaires d'expo, nous ne recevons pas les particuliers au Fort de Saint-Cyr, on reçoit que des professionnels parce qu'on n'est pas un site adapté à recevoir du public. Et on reçoit notamment beaucoup de commissaires d'exposition qui viennent chercher des images pour créer des expos. Et là, c'est une exposition qui était sur la route. Alors, si vous allez à Belfort, on a prêté toute une série de photographies qui sont assez drôles sur les objets fabriqués par les poilus. Voilà. Un autre biais de notre diffusion d'images, ce sont les éditions. Ça, c'est quelques livres qui ont été constitués à partir des fonds de la médiathèque. Et enfin, on s'adresse aussi, on met à disposition ces images des chercheurs, des historiens, des étudiants que l'on reçoit aussi au Fort de Saint-Cyr.
Et maintenant, je vais vous montrer 3 photographes qui présentent 3 usages et 3 façons de faire de la photographie à l'époque où Sébron est photographe à Valette. Alors d'abord, c'est une photographe qui s'appelle Amélie Gallup. Elle est née vers 1840. Elle commence la photographie assez tard, puisqu'elle commence vers 1890. Elle a presque 50 ans. Son mari est juge, au tribunal d'Albi, puis de Toulouse. Et ils sont installés à Saint-Antonin-Nobleval, qui est une commune du Tarn-et-Garonne. Et elle est amateur photographe. Et elle va saisir, un peu comme Sébron pour les vues de la fête Dieu, tous les moments de la vie de Saint-Antonin-Nobleval. La photographie, à la fin du 19e, au début du 20e siècle, le photographe amateur, il adore mettre en scène les gens. Et là, la scène de la brouette, il a fait poser. Et je pense que quand vous avez les photos qui sont devant le château d'Iseron tout à l'heure, c'est exactement la même chose. Tout le monde a dû se mettre en place pour que la photo soit réussie. Sébron, il n'est pas seulement un photographe amateur, il est aussi un portraitiste. Alors là, je vais vous parler d'un deuxième fond. C'est l'autre bout de la chaîne du portrait, là c'est le fond du studio Harcourt, que l'on conserve aussi. Sébron, il a peut-être fait 5000 portraits dans sa carrière, parce que je pense que vous avez récupéré 1800 plaques, mais je pense qu'il a fait plus que ça durant son activité. Le fonds Harcourt, c'est 12 millions de négatifs, 350 000 personnes photographiées, et tous les meubles que vous voyez ici, ils sont pleins de petites fiches qui répertorient tous les noms des personnes photographiées. Et donc on vous cherche par ordre alphabétique. Et donc on vous retrouve, et on peut même reconstituer votre numéro de téléphone quand on vous y retrouve. Parce que le BOT c'est Botzaris 1225, et il existe des programmes qui permettent de reconstituer les numéros de téléphone, qui doivent plus être attribués forcément aux personnes. Ça, c'est une photo qui doit dater de 48. Les gens ont parfois changé d'adresse. C'est un photographe de star. Et là, ce que je vous montre, ce ne sont pas les photos Harcourt que vous avez pu voir avec la petite griffe en bas. En fait, ce sont des reproductions des négatifs. Et le fond de portrait, c'est une des grandes spécialités, c'est une grande spécialité française. Et chez Harcourt, et je pense que chez Sébron ça se faisait aussi, on ne va pas se faire portraiturer, on se fait beau avant. Et donc là, il y avait des maquilleuses qui vous maquillaient avant d'aller se faire photographier. Vous aviez des équipes d'éclairagistes, une équipe de menuisiers qui construisaient des décors, et une équipe d'électriciens pour s'occuper de tout ça. Là, ici, on faisait les tirages. Là, ces 3 personnes alignées sont en train de laver les tirages. Ici, vous avez des petites cabines. Dans ces petites cabines, c'est la première étape. Quand on a développé le négatif, l'image n'est pas parfaite. Vous pouvez avoir un bouton, une mauvaise estafilade. Les négatifs chez Harcourt, ils sont retouchés. Et chez Sébron aussi, je pense. Et donc, ça, c'est la version industrielle de l'atelier Sébron. C'est-à-dire que là, vous avez 30 cabines de retouche. Mais tout le monde fait pareil, c'est-à-dire qu'on corrige un peu Photoshop, finalement, c'est aussi vieux que la photo. Donc voilà, un agrandisseur, parce que chez Harcourt, on ne photographie pas avec une plaque 13-18 pour faire un tirage 13-18, on photographie avec un petit négatif qu'on agrandit voilà. Donc l'agrandisseur. Le lavage des épreuves, parce que le tirage Harcourt et la photo de famille, il faut qu'elle soit la prise de vue, pas forcément toujours de qualité, mais il faut que son tirage soit de qualité, parce que c'est quelque chose qui reste, qui se transmet. Donc on prend quand même soin à ce que les tirages ne virent pas dans les 2 ans qui suivent, parce que c'est pas bon pour la réputation de la maison. Donc souvent, les tirages des portraitistes sont de très bonne qualité, parce que c'est un argument pas commercial, mais c'est
c'est indispensable. Le glaçage des épreuves, parce que cette série de photos date des années 50 et que le goût des années 50 va vers des images qui brillent. Et donc ici, vous aviez des machines qui chauffaient le papier et qui faisaient comme une pellicule un peu brillante. Pour vous dire que Sébron, il remplit quand même déjà plusieurs qualités de photographe intéressants, c'est qu'il est vraiment de son temps et des usages de la photo. Et puis enfin, moi j'ai vu, et je sais que vous en avez montré une tout à l'heure, Sébron, il édite des cartes postales. Et c'est peut-être le grand usage de la photo au début du XXe siècle, c'est de faire de la carte postale. Et ici, je vais vous montrer pour conclure là, quelques vues d'une fratrie de photographes qui s'appelait les frères Séberger et qui sont nés à Lyon et ont travaillé à Paris et ont surtout photographié une bonne partie de la France. Et ils ont travaillé pour des éditeurs de cartes postales. Et là, je vais vous montrer une série de photos de marins qui a été publiée avant la guerre de 14 et qui a été diffusée à milliers, voire plus, d'exemplaires pendant une quinzaine d'années par l'éditeur. Et toutes ces images que vous allez voir après, elles existent en carte postale. Pour la carte postale, c'est pas une photographie au sens où ce sont c'est de l'imprimerie et c'est pas une image qui se révèle. Il n'y a pas de grain d'argent. Ça n'empêche que la base est en noir et blanc. Oui, la base est en noir et blanc et elle est remise en couleur après. Mais il y a beaucoup de photos qui sont remises en couleur. Ça aussi, c'est un grand sport. Parce que la reproduction d'images en couleur, le tirage en couleur, c'est quelque chose qui date de la fin des années 30. On peut prendre des photos en couleur, mais on ne peut pas les reproduire pendant longtemps. La photographie, ça se démocratise quand même à partir de 1880. Vous commencez à avoir des appareils qui commencent à se vendre, et puis ça peut être un métier, ça peut vite être un métier. Je pense que Sébron, c'est un petit entrepreneur, finalement. C'est l'idée d'un petit entrepreneur. Parce que tout le monde n'est pas photographe, mais si on veut en faire son métier, il y a des débouchés. Donc on arrive à vendre ses photos. Il y a des clients pour les mariages, il y a des clients pour les photos des nouveau-nés, Donc je pense que il est probablement en contact avec des gens qui font de la photo, il s'y essaie, et puis il y arrive, et ça lui... Enfin, il apprend, et donc après il en profite pour investir dans un appareil photo et commencer à travailler. Grâce aux photographes comme Jean-Baptiste Sébron, l'histoire de Valette, véritable trésor d'images, restera en mémoire.